Karim Yayaoui, rebonjour. On le disait, vous avez assisté, enfin vous étiez en tout cas à l'Élysée pour ce dernier Conseil des ministres avant le second tour des législatives. Comment ça s'est passé? Quelle était l'ambiance? Alors les quelques ministres qu'on a pu croiser étaient clairement très peu loquaces, très peu bavards. On a juste vu un Gérald Darmanin expliquer qu'il allait partir pour Tourcoing, une façon de dire que pour lui, la bataille se joue du côté des législatives. Il avait déjà souligné qu'il ne serait plus en poste au lendemain du second tour. Alors c'est vrai que l'ensemble de ces ministres ont sans doute été déboussolés, déstabilisés depuis cette fameuse dissolution qui les a laissés pantois. Et puis après, cette séquence où il a fallu mettre en place tous ces désistements et tout le monde n'était pas forcément d'accord sur la stratégie à adopter. On a vu par exemple un Bruno Le Maire rejeter l'idée qu'on puisse se désister au profit d'un candidat LFI, alors qu'on a vu un Gabriel Attal beaucoup plus ouvert face à cette possibilité-là. Tout ça, ça a contribué à fracturer un gouvernement déjà groggy avec ce qui s'était passé. Et ce Conseil des ministres, en quelque sorte, met fin à presque une forme de calvaire, sans doute pour certains de ces ministres. Alors Marine Le Pen a dénoncé hier le fait qu'Emmanuel Macron se préparait lors de ce Conseil des ministres à faire un coup d'État administratif. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça a eu lieu ? En tout cas, ça a choqué une partie de l'Élysée qui considère que Marine Le Pen doit garder son sang-froid. On a entendu notamment un certain nombre de figures de la Macronie expliquer que c'était tout simplement inadmissible que d'avoir ce genre de propos. Alors, des nominations, c'est ça qu'elle redoute, Marine Le Pen, des nominations qui seraient faites à la va-vite pour tenter de savonner la planche de Jordan Bardella s'il était amené à prendre les rênes du pays en tant que Premier ministre. Alors, il y en a eu quelques-unes le 26 juin dernier, des nominations notamment de recteurs, d'un chef d'état-major également. Il y en a encore eu aujourd'hui. En réalité, c'est des choses qui se passent très régulièrement et en particulier avant l'été. Donc, du côté de l'Élysée, on souligne que, en tout cas, Prisca Thévenot a souligné que c'était une méconnaissance totale du fonctionnement de la Ve République de la part de Marine Le Pen, qu'elle a accusée de manipulation. Alors, un mot sur l'efficacité des désistements. On sait qu'il va y avoir environ 95 triangulaires. Il y a plus de 200 candidats qui se sont désistés. Quelles répercussions ça va avoir sur finalement le second tour et le vote de dimanche? Alors, il y a l'aspect mathématique qui peut sembler être défavorable au Rassemblement national parce qu'on a le sentiment que c'est un tout sauf le RN. Mais en réalité, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. D'abord, il faut souligner qu'un certain nombre d'électeurs ne vont pas forcément écouter les consignes, en particulier lorsqu'elles viennent de très haut, du président ou du Premier ministre. Ils ont plus tendance à écouter des consignes lorsqu'elles sont relayées au niveau local, c'est-à-dire par des gens qu'ils connaissent en quelque sorte. Et puis, autre élément, c'est aussi ce grand écart idéologique qu'il va falloir faire pour un certain nombre d'électeurs, puisqu'il faut le rappeler, il y a encore quelques jours, du côté d'Emmanuel Macron, on renvoyait dos à dos les deux extrêmes, le nouveau Front populaire qualifié d'extrême gauche et de l'autre côté l'extrême droite. Et puis tout d'un coup, dans les dernières prises de parole, notamment de Gabriel Attal, on ne parle plus d'extrême gauche, on parle de gauche avec laquelle on pourrait imaginer faire des alliances. Et tout ça, évidemment, un certain nombre d'électeurs ont du mal à le comprendre, ce qui est plutôt logique d'ailleurs. Dédiabolisation, rediabolisation, dédiabolisation, tout ça trouble des électeurs qui ont le sentiment qu'ils ne sont que là pour mettre le bulletin qui permettra de bloquer le Rassemblement national. Donc tout ça contribue à rendre les choses un peu illisibles. Et puis il y aura aussi l'abstention qu'il faudra regarder de très près. Il n'est pas certain que le niveau de participation soit aussi important que lors du premier tour, parce que justement un certain nombre d'électeurs auront l'impression d'être dépossédés de leur choix. Alors, est-ce qu'une coalition peut émerger face à ce Rassemblement national? Alors, c'est difficile à imaginer, tant cet arc républicain qu'on évoque pour faire barrage au Rassemblement national propose des programmes politiques extrêmement différents. Pourtant, Gabriel Attal a évoqué cette possibilité d'un gouvernement très élargi. On parle d'un rassemblement arc-en-ciel ou de coalition arc-en-ciel. En réalité, c'est copié sur ce qui
qui a pu voir le jour en Belgique à la fin des années 90, où un certain nombre de libéraux, de socialistes, d'écologistes s'étaient rassemblés pour créer une coalition, sauf que là, elle est beaucoup plus large, avec un spectre idéologique beaucoup plus important. Difficile d'imaginer une coalition où siégeraient des LR et des communistes, même si Gabriel Attal l'envisage. Et plus certainement, on devrait se diriger vers plutôt ce qu'on appelle un gouvernement technique, c'est-à-dire avec un technicien à la tête de ce gouvernement, une figure qui dépasserait les clivages, et en dessous des hauts fonctionnaires qui n'auraient pas forcément de couleur politique. Alors des techniciens, il y en a déjà eu par le passé, notamment Jean Castex, qui avait cette réputation-là, mais il était tout de même à la tête d'un gouvernement avec une assemblée qui était de son côté. Et donc là, on se dirige vers quelque chose de totalement inédit. Merci beaucoup.